toujours bien entendu? Il y a 2-3 personnes qui sont avec nous. Oui, on attend un tout petit peu. Et puis, pendant le marche. Oui, est-ce que... On commence. On se disait le quart d'heure académique, on y est presque. Je pense qu'on peut démarrer, n'est-ce pas? Et je crois aussi que je peux parler sans micro. J'ai une voix qui généralement porte assez bien, n'est-ce pas? Donc je propose... Bonjour et merci d'être là. Merci surtout d'être aussi matinal. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mais j'ai l'impression de connaître presque tout le monde dans la salle. En tout cas, moi, je me sens presque en famille, n'est-ce pas, Mouralis? Je suis le professeur Maïmouna Ndoumbaye. Je suis le chef de service de la médecine interne à Dakar, au Sénégal. Et ce service abrite notre centre de référence pour la prise en charge du diabète sucré. Donc nous faisons médecine interne, mais à majorité, à orientation endocrino-diabétologie prédominante. Et je travaille avec ma sœur, vous voyez la ressemblance? Bonjour à tout le monde. Moi, je suis Christine Van Acker, et en fait, moi, je suis déjà presque 30 ans dans le pied diabétique. Donc, j'ai commencé ma carrière à l'université d'Anvers, et c'est là qu'on a mis en place les centres spécialisés reconnus par notre État pour le pied diabétique. Et je suis honnêtement privilégiée d'être chef, président de l'organisation DFOOT International. On parlera après. Enchantée, je suis très honorée d'être ici avec ma sœur. Voilà. Alors, nous voudrions que cet atelier soit très interactif. Nous allons vous faire participer beaucoup. On le fait de deux manières. Quand on le fait pour les paramédicaux, généralement, nous ne disposons même pas la salle comme ça. Nous sommes en cercle, nous enlevons nos chaussures et nous faisons de la pratique. Là, bon, on s'adresse plutôt à du personnel médical et nous voulons le faire sous forme de quiz. Alors, nous allons demander votre participation. Vous avez tous des blocs-notes comme ça. Vous aurez des propositions de réponse A, B, C, D, E. S'il vous plaît, inscrivez la lettre de votre choix et puis, voilà, levez très haut. Et on espère aller vite parce qu'on a juste 1 heure, maintenant 45 minutes pour ceci. Mais comme c'est des choses que vous connaissez très certainement, ça devrait aller vite. On va juste discuter avec vous et vous donner les dernières mises à jour, les plus actuelles, qui sont issues du consensus d'experts. Christine, à toi. Bon voilà, on commence un tout petit peu pour mettre le cadre, et en fait tout ce qu'on a préparé c'est toujours basé sur le consensus comme Amouna a déjà dit, et pour vous aider, c'est maintenant parce qu'il y a des changements au niveau international, c'était toujours ensemble International Working Group de Diabetic Food, ça c'est compliqué. Le groupe de guidance, eux, les groupes qui sont responsables pour notre consensus, tu peux trouver le website là pour avoir plus d'informations, d'accord? Et ah non, ça va ainsi. Hop, ça. Et donc ça c'est le document qu'on est vraiment basé, c'est toujours notre présentation sont basées, et on aura une nouvelle en 2019, au mois de mai, en Hollande. Donc ça c'est pas mal de suivre ce site pour savoir où on est dans 2019 avec cette réunion. Comme je disais, on est maintenant, comme c'était dans le temps, c'est Karl Bakker qui a fait tout. Mon Dieu, il a travaillé comme tous les jours, je pense, mais c'est impossible pour notre génération, donc on a partagé le travail. Et pour l'implémentation, tous les projets d'éducation, c'est en fait le DFOOT qui s'organise ce parti-là. D'accord? Évidemment, c'est clair, on travaille ensemble. Et ça, c'est l'esprit, quand on part n'importe où et quand, on travaille ensemble. Parce que c'est le patient qui est central, qui a besoin de nous, et il ne faut pas avoir... je dis toujours que dans les cours, quand les égos sont là, la porte est là, tu comprends, hein, on travaille ensemble. Voilà, et en fait, ça c'est seulement pour un tout petit peu introduire, on sait très bien, on a dit dans le temps, c'est tous les 30 secondes qu'on a une amputation, c'est changé, quand on a eu les résultats de Chine entre autres, tous les 20 secondes, et en fait c'est surtout un drame pour beaucoup de familles. Et il faut savoir dans les statistiques, c'est surtout 4% dans les pays en voie de développement. Donc c'est pour ça aussi que le DFOOT, qui est là pour l'implémentation, est surtout là pour aider les pays qui sont en train de se développer pour le pied diabétique. Ça, de nos parts, pour vraiment faire l'introduction.
Voilà, la définition, vous la connaissez toutes, hein? Infection, ulcération et ou destruction des tissus profonds du pied associée à une neuropathie, c'est important, un mécanisme très important, et ou artériopathie périphérique des membres inférieurs chez le diabétique. C'est la dernière définition de ce consensus international sur le pied diabétique. Et la contribution de ces trois mécanismes, pour avancer, c'est plutôt par là. Voilà. Que sont l'infection, la neuropathie et l'artériopathie, fait dire du pied diabétique qu'il est le carrefour des complications du diabète. C'est là qu'on retrouve toutes les complications du diabète. Et maintenant, voilà notre premier quiz. Laquelle parmi ces conditions entraîne le plus haut risque d'ulcération du pied? Est-ce que vous pensez que c'est la maladie artériopathique? Est-ce que c'est la neuropathie diabétique périphérique, la déformation du pied, ou aucun de ces mécanismes? À vous de voter, vous avez 2 minutes et je sais que vous êtes très très rapide. Levez très... Le papier avec le... Ouais. Mais on ne va pas voir, je pense, les papiers. Non, Qui vote pour A? Levez la main. Qui vote pour A? Il y a des A dans la salle, donc l'artériopathie. Qui vote pour B? La majorité. C, la déformation. Et D, aucune de celles-ci? La déformation, personne? La déformation... Qui ça? Laquelle? On peut dire toutes. On peut dire toutes, mais on a dit entraîne le plus haut risque. Le plus haut risque. Le plus haut risque. La majorité vote pour B, mais il y en a qui ont voté pour A, c'est ça? Alors, voilà la réponse. La neuropathie. C'est la neuropathie qui entraîne le plus haut risque. Et on va voir pourquoi. On va voir pourquoi. La neuropathie, vous savez comment elle se manifeste, n'est-ce pas? Les paresthésies, les dysesthésies. Mais il faut faire attention. Il faut la distinguer de quoi? Surtout quand elle est douloureuse. Chez les diabétiques qui sont traités à l'insuline, vous savez, n'est-ce pas? Là, la névrite insulinique, n'est-ce pas? Vous voyez ce que c'est, tout le monde? Quand on équilibre trop vite un diabétique avec de l'insuline, déséquilibré. Et quand on met trop rapidement l'insuline pour l'équilibrer, il arrive qu'il y ait des douleurs neurologiques qui ne sont pas liées à la neuropathie, qui sont dues à la névrite insulinique. À distinguer de cette neuropathie. Voilà, et qui la révèle quand même. Voilà. Donc, les symptômes, vous les connaissez. Mais ce qui est grave, c'est que souvent, il n'y a pas de symptômes du tout. L'absence de symptômes. Et quand on perd cette absence de symptômes-là, c'est l'absence du signe d'alerte. Donc, risque de se blesser sans s'en rendre compte. Regardez ce patient qui s'est pris une punaise dans le pied sans s'en rendre compte et c'est le personnel soignant qui le lui enlève. Le cas le plus dramatique que moi personnellement j'ai vu, c'est que dans notre service, on a une salle de pansement et un homme est arrivé avec le pied complètement brûlé noirâtre. C'était en période de froid et chez nous, je ne sais pas si ça se fait au Maroc, on met ces petits vases et on met de la braise dessus pour se réchauffer. Il s'est endormi, le pied est allé sur la braise, s'est brûlé complètement, c'est l'odeur de brûlé qui l'a réveillé. Et il a dit, ah, il y a quelque chose qui sent le brûlé. C'était son pied. Malheureusement, il est arrivé à un stade où il a fallu l'amputer. Pour vous dire comment cette insensibilité peut être grave et conduire à ce drame dont Christine parlait tout à l'heure, l'amputation. Et ça, c'est la neuropathie sensitive. Mais cette neuropathie peut atteindre des fibres motrices. Et à ce moment-là, ça entraîne des déformations du pied, comme cette déformation caractéristique que vous connaissez qui s'appelle en griffe ou en marteau. Ce qui est grave, c'est que les points d'appui sont modifiés et vous voyez, ce sont des points d'appui anormaux et c'est là que vont se créer également des ulcérations. Et ici, est-ce que c'est ici? Hyperkératose et malperforant plantaire. C'est quelque chose que vous connaissez bien. Et la neuropathie peut atteindre le système nerveux végétatif. À ce moment, ça va atteindre quoi? Donc, la sueur, la transpiration au niveau du pied, les pieds deviennent secs, ils vont se fissurer et ça peut être la porte d'entrée aux infections. Vous voyez cette hyperkératose derrière laquelle peuvent se cacher. Exactement, c'est exactement ça. Donc, vous connaissez bien tout ceci. Et au maximum, il y a
cette déformation caractéristique du pied diabétique qu'on appelle le pied de Charcot, le pied qui devient cubique comme ça, avec une architecture totalement désorganisée et avec des zones d'appui anormaux. Regardez, comme ici, il y a une petite flèche qui ne se voit pas trop, mais bon, on voit ici une zone d'appui anormale. Et vous voyez sur une radiographie comment le pied devient comme un sac d'os. Et là, vont se créer des ulcérations également. Et vous savez que ce pied de Charcot évolue en deux phases. Une phase aiguë qui est presque inflammatoire, qu'on confond souvent avec une infection. On se met à donner des antibiotiques, alors que ce n'est pas la chose à faire. Ce qu'il faut faire, c'est interdire l'appui à ce stade. Et ça peut même aller jusqu'à immobiliser carrément le patient. Sinon, on passe à cette phase chronique destructive où l'architecture osseuse est complètement désorganisée. On est d'accord sur ça? On est d'accord pour la neuropathie? Alors, deuxième question. Lesquels de ces facteurs peuvent expliquer la neuropathie diabétique périphérique? Proposition de réponse. A. La maladie vasculaire oblitérant les vasa nervorum. Qui vote pour ça? Ouais. Le déficit de myo-inositol altérant la synthèse de la myéline et diminuant l'activité du NAK-ATPase. C'est possible d'avoir plus. Oui. Vous êtes d'accord aussi? Oui. Un déficit en vitamine B, C. Vous êtes d'accord? Oui. 3. Une hyperosmolarité chronique entraînant l'œdème des troncs nerveux. Vous êtes d'accord? C'est mou, hein? E. Augmentation du sorbitol et du fructose. Alors, qui vote pour A? Levez la main, s'il vous plaît. E. Qui vote pour B? Aussi. Qui vote pour C? Combien de personnes? Mais levez la main très fort. Allez. D. D. Il y a des candidats pour D, oui. Et E. Il y a des candidats pour tout. Il y a des candidats pour tout. Alors, c'est tout, sauf le déficit en vitamine B. Sauf le déficit en vitamine B. C, ça veut dire? C'est pas très sûr. C'est pas très sûr. Est-ce qu'on est d'accord que tout ceci peut être impliqué dans la neuropathie, sauf le déficit en vitamine B? Alors j'ai une deuxième question pour vous. Qui n'a jamais prescrit de la vitamine B à ses malades pour la neuropathie? Qui a déjà prescrit de la vitamine B? Tout le monde! Tout le monde! Tout le monde! Qui ne prescrira plus la vitamine B? C'est important parce que c'est quand même des malades qui sont polymédiqués, n'est-ce pas? C'est des malades qui ont déjà beaucoup de traitements, qui sont polymédiqués, et c'est comme ça quand même un coup dans notre contexte. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je veux bien en commentaire. Parce que la métformine provoque une carence en vitamine. Donc, dès qu'on a une élévation totale et dosée. Très bonne remarque. Très bonne remarque. Un petit bémol, effectivement, vous avez raison. Et c'est dans la dernière mise à jour de l'ADA, il y a un petit encadré. Attention à la metformine. Mais ici, ils ont dit la vitamine B12. B12. Et ce n'est pas ce que vous prescrivez. Et ils ont bien dit qu'il faut la doser d'abord. D'accord? Il faut faire attention. Les malades qui sont sous metformine au long cours peuvent développer une avitaminose B12. Et on sait que dans la vitaminose B12, on peut avoir des signes de neuropathie périphérique. Et c'est toujours pas le même mécanisme que la vitamine B que vous prescrivez, n'est-ce pas? Principe effort, 3 comprimés par jour. Oui, en espérant un effet placebo. Donc, c'est pas ce qui marche. Faisons attention à nos prescriptions. Encore une question ici. Entre-temps, j'ai perdu mon compteur. Non, il est là. Quelle partie du pied est la moins susceptible de développer un ulcère diabétique? Est-ce que c'est le talon? La moins susceptible. Hein? Personne ne vote pour le talon. La tête plantaire des métatarsiens. La malléole médiale. Le scaphoïde à sa partie médiane. Qui vote pour A? Qui vote pour A? La question c'est, où est-ce qu'on n'aura pas d'ulcération? Ok? Qui vote pour A? Ça a changé. Qui vote pour B? Qui vote pour C?
Qui vote pour D? Et il y a les non-votants. Il n'y a pas de non-votants dans la salle. Il faut voter pour quelque chose. Hein? Pas d'abstention. Vous dites? Vous dites? Alors là, il faut se rappeler l'anatomie, n'est-ce pas? On y arrive. C'est la malléole médiale. Pourquoi? Pourquoi c'est la malléole médiale? Parce qu'il n'y a pas d'appui. Parce qu'il n'y a pas d'appui. N'est-ce pas? Ce n'est pas une zone normale d'appui. Un petit bémol encore. Nous, on a vu, vous voulez dire quelque chose? Vous parlez d'ulcère neuropathique. D'ulcère, oui, oui, neuropathique. Non, Non. D'ulcère neuropathique, parce qu'on est dans la neuropathie. C'est la continuation de la neuropathie. Ça, c'est la zone où se développent les ulcères veineux. Non, parce que je suis venue en retard. Ah, d'accord. On était dans la neuropathie, oui. Les ulcères veineux sont fréquents. Oui, voilà, à ce niveau-là. Mais comme on était dans la neuropathie. Quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose, oui? Bon, quand même, les escarres chez les patients qui sont grabataires, c'est-à-dire quand il y a l'appui, on peut avoir des lésions. Voilà, ça me fait penser à autre chose. Même si on n'est pas grabataire, dans notre contexte, dans les pays musulmans, il est arrivé qu'on voit des ulcérations au niveau de la malléole médiale ou externe dues à la position lors de la prière. Donc ça, c'était une curiosité, par exemple, pour Christine quand elle est venue. Mais comment se fait-il qu'il développe des... Ben, c'est la position, c'est tout. C'est une zone de frottement. Je n'irai peut-être pas jusque-là. Voilà, et puis on vous donne juste un peu ces exemples au niveau du talon, mal perforant plantaire, au niveau de la tête des métatarsiens, comme vous pouvez, ce sont des zones où habituellement on observe ce type de lésions parce que c'est des zones de frottement. Encore un quiz. Parmi les examens complémentaires, ça c'est à Christine de le oui, faire. on a aidé, hein. Tu as bien vu M et K, hein. Sinon elle n'arrête pas. Hein. Ah oui, sinon je suis partie. Voilà. Donc une autre question. Parmi les examens complémentaires, hein, suivant lesquels sont utiles au diagnostic de neuropathie diabétique. Donc est-ce qu'il faut, quand on n'est pas sûr qu'est-ce qu'il y a de neuropathie, est-ce qu'il faut faire le EMG? Ah, ok. Est-ce qu'il faut faire IRM cérébral et médulaire? Ça c'est non. Ça c'est plus facile. Et moi je suis plus facile avec mes questions. Hein. Ah, la mesure des potentiels évoqués sans anesthésie? Non. Oh là là. Si. La radiographie standard de Rajiv? Non. Aucun. Qui dit aucun? Tu as bien compris, tout le monde va voter. Hein. Donc, eux qui n'ont pas voté, on va dire quoi? On dit aucun. En fait, c'est correct, parce que, hein, tu sais très bien, le diagnostic est essentiellement clinique. Et je vous écoute. Ouais. En fait, il y a toujours, il y a des discussions, mais en fait, il faut commencer avec la clinique. Et si après on n'est pas sûr, si c'est pas bilatéral, symétrique, tout ça, il faut commencer à réfléchir, est-ce qu'il n'y a pas un hernia qui cause les problèmes, si c'est plutôt unilatéral, absolument correct. Et donc, tout le monde le sait, c'est simple, mais je vais ajouter quand même quelque chose qui est dans les nouveautés. Je pense qu'il ne faut pas refaire, c'est interrogatoire, c'est dans notre habitude de faire un bon clinique. Hein. Examen physique, pied chaud, je ne dois pas répéter tout ça. En fait, évidemment, on peut, si on a l'utile, et c'est surtout honnêtement dans la recherche, on n'utilise pas dans la clinique quotidienne. Hein. Je pense, si on a l'appareil, c'est pas beaucoup, c'est facile à faire, mais il ne faut pas faire l'investissement. Mais c'est connu, si on a inférieur que 25 volts, ça veut dire que plus, c'est risque élevé et 7 fois. Hein. Et puis, évidemment, le monofilament. Soyons honnêtes, qui utilise presque chaque jour le monofilament? Oui. C'est bien ça. Je me rappelle, il n'y a pas que 5 ans, que ce n'était pas tout le temps bien utilisé. Mais il y a des mais. Parce que si on met le monofilament dans notre poche, oh là 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 là, hein, souvent c'est un tout petit peu plié,
Hein. Et il y a aussi la littérature à dire quand on a utilisé fréquemment plus que 3 mois, peut-être que ce n'est pas plus même valable. Donc il faut quand même faire attention. Et moi j'ai eu beaucoup de remarques quand je fais des éducations, mais docteur, c'est trop cher. Attends, on n'a pas l'argent pour le petit monofilament qui est vraiment relativement cher pour le petit instrument. Et donc on était très contents, c'est mon ami. Dites-moi. Parce qu'il est Oui. Évoque trop chaud. Ah, d'accord. Peut-être c'est faire correctement le petit touch. Hein. Mais ce que j'ai bien aimé, mon ami Neil Baker avec l'équipe de Ipswich, on fait, et c'est maintenant validé, donc on est plus avancé qu'au début en 2011, c'est mis dans le Diabetes Care de 2011 et après il y a des pays, Iran par exemple, et des autres pays ont confirmé cette étude. On peut remplacer le monofilament par notre doigt. Et donc, en fait, on ne peut pas dire « j'ai pas un instrument ». C'est fini. En fait, l'idée, c'est de leur équipe, si on peut sentir, nous, comme examinateurs, l'orteil, très doucement, normalement, le patient doit sentir notre doigt. Donc, c'est vraiment un petit touchement, pas trop. Hein. Et donc, il y a 3 endroits de le faire. Et dans leur conclusion, c'est clair, je m'excuse, il y a encore quelques diapositives qui sont en anglais, mais tu comprends clairement que c'est le même résultat que le monofilament. Donc, à partir de maintenant, il n'y a pas d'excuse. Non, c'est maintenant qu'on commence, parce qu'on a voulu, après 2011, d'attendre pour une confirmation avant de le mettre dans les cours. Ça va? Et n'oubliez pas, ce qui est très important, parce que j'ai beaucoup d'étudiants qui se trompent, c'est pas du tout la diagnostic neuropathique. C'est screening. Oui, c'est un dépistage. Dépistage pour trouver les patients qui ont perdu la protection. Donc, c'est pas le même. Parce que souvent, de plus en plus, j'ai l'impression que les gens pensent « Ah, c'est la diagnostic ». Pas du tout. Hein, il faut avoir plus des examens comme le tuning fork et tout ça. D'accord? Excusez-moi, avant de passer à ça. S'il te plaît. Chez nous au Mali, on a des gens qui marchent pieds nus. Avec Oui. les hyperkératos, avec ces doigts-là, je ne suis pas sûre si on peut arriver à diagnostiquer un problème de neuropathie. Absolument, je suis contente avec votre remarque. Parce que c'est justement ça qu'on a, nous, comme commentaire. On ne peut pas comparer le pied qui était à Ipswich en Angleterre avec les gens qui marchent pieds nus. Mais c'est pour ça qu'il faut voir clairement, le touch n'est pas plantaire. Le touch est plutôt ici, frontal. Sauf pour eux qui sont évidemment avancés, qui vont faire ça, on n'est pas sûr. Donc, mais honnêtement, le monofilament, n'oubliez pas, s'il y a trop de callosité, ça ne marche pas non plus. Hein? Donc, il y a toujours des limites et à nous de réfléchir et de trouver d'autres endroits où il n'y a pas de callosité. Hein? Voilà, mais c'est toujours des choses qui sont négatives, il faut réfléchir nous-mêmes. Mais je suis très contente parce que c'était nous qui dit Angleterre, c'est pas le même que votre pays. Oui. Je vous écoute. Est-ce qu'on peut dire qu'en première intention, on fait le monofilament et en présence de callosité qui gênerait la réalisation de monofilament, en deuxième lieu, on ferait... Oui, en fait, ce qui est connu depuis longtemps, comme moi j'ai eu, et je suis très contente d'avoir ici notre professeur à salle, je me rappelle au début, c'est pas test seul, c'est une cumulation des tests à nous de faire la diagnostic, le screening, n'oubliez pas. Maïmouna. Voilà, donc maintenant on a fini avec cette partie neuropathie. Oui, oui. Si on vient de faire par rapport à la pandémie, est-ce qu'il a été validé le premier? Voilà. C'est validé. Est-ce qu'il a été validé? C'était Manchester, Arlebottom qui a fait avec Young. Je pense que la publication est là, Young. C'était déjà en 94 et c'est répété. Ouais. Le prix, Non, je sais à peu plus. près, je sais Ça pas. c'est plus en échange parce qu'il y a longtemps que j'ai acheté. Mais oui, mais parce que j'ai l'appareil, donc j'ai déjà investi et ça ne change pas, il ne faut pas moderniser, ça reste le même. Mais moi j'utilise surtout quand je fais les études. Voilà. Ou quand on n'est pas sûr, tu vois. Mais honnêtement, n'oubliez pas, la plupart des gens qui nous cherchent pour des ulcères,
ont la neuropathie. Bien entendu. Hein? Voilà. Donc, C'est peut-être pas la peine de réinvestir là-dedans. oui, quand je on pense l'a qu'il y pas. en a Nous, on besoin utilise pour, d'autres le appareils, honnêtement. Je préfère que vous faites l'investissement pour le Doppler. le Doppler portable. Portable. Hein? Dépistage. Oui, ça c'est correct. Ouais, c'est correct. Voilà. Voilà, c'est passionnant, hein, la neuropathie. On va passer maintenant à l'artériopathie. Premier quiz, comment faire le diagnostic de l'artériopathie? Est-ce que c'est A, comme pour la neuropathie, la clinique seule suffit, anamnèse et palpation des pouls? Non, ça ne suffit pas, ok? B, indice de pression systolique, seulement, ça suffit? Seul, ça suffit? Il y en a qui disent seul, il y en a qui disent pas seulement. On associe alors A, B, A et B, clinique et indice de pression systolique. Ça devrait être suffisant maintenant, non? Oui. D, clinique et indice de pression et Doppler portable. C'est l'idéal. C'est l'idéal. C'est l'idéal. On ne le rate pas. Voilà. C'est l'idéal. Et maintenant, s'agissant de ce Doppler portable-là, ce qu'on recherche, c'est les zones triphasiques. D'accord? Et Christine me disait, vous pouvez, pour ceux qui ne l'ont jamais testé, aller sur YouTube et puis vous aurez des vidéos, des sons pour pouvoir reconnaître, une fois que vous aurez acquis ce que vous devez entendre. Les ondes triphasiques, les ondes pulsées. Voilà. Si c'est biphasique ou surtout monophasique, aïe aïe aïe, hein, on est d'accord. Donc on est tous d'accord que l'artériopathie, elle évolue en plusieurs phases. D'abord la diminution ou l'abolition des pouls, puis la claudication intermittente des membres inférieurs, etc. On mesure l'indice de pression, l'échodoppler artériel et ça peut aller jusqu'à l'artériographie quand on programme une intervention chirurgicale. Maïmouna, Oui. tout le monde le sait que le ricatio, en fait, avec la neuropathie, c'est souvent pas en place. Il y a beaucoup de patients qui n'ont pas vraiment les douleurs suite à leur neuropathie. Hein? Voilà. N'oubliez pas. Les mécanismes dans l'atteinte du pied sont souvent intriqués. Donc on peut ne pas avoir de claudication et avoir bel et bien. Voilà, exactement. De même, il y a un autre domaine. La palpation des pouls. La présence du pouls n'exclut pas l'artériopathie. Pourquoi? Toujours à cause de cette intrication, la neuropathie entraîne une ouverture des chaînes artério-veineuses. Et on peut avoir une hyperpulsatilité qui est due à la neuropathie et qui n'exclut pas l'existence d'une artériopathie, n'est-ce pas? Oui, absolument. Il y a Oui. petite question. Une radio simple peut-être. Radio pour l'artériopathie. Médiasclérose. Ah, voilà. On va y arriver. On va y arriver. Ça ne coûte pas très cher. Donc malheureusement, c'est ça qu'il faut éviter, d'arriver à ce stade de gangrène vasculaire parce que là, il n'y a plus rien à faire. Parlons maintenant de l'indice de pression systolique que vous connaissez tous. Tout le monde calcule l'indice de pression systolique. Qui ne le fait pas? Personne. Personne. Tout le monde le fait. Vous le faites comment d'ailleurs? Vous faites comment? Vous faites comment? Au Mali, vous faites comment? Pour calculer l'indice de pression systolique. Vous avez un appareil. Un appareil, un Doppler. Les autres? Vous avez quoi? Un Doppler de poche. Mais même si vous n'avez pas de Doppler de poche, vous pouvez le faire. Pourquoi? Parce qu'il vous suffit d'avoir un tensiomètre. L'indice de pression systolique, c'est le rapport. On fait des rapports. Voilà. Et alors, comme elle disait tout à l'heure, pour la recherche de la neuropathie, là aussi, il n'y a pas de... On peut toujours calculer l'indice de pression. Il y a encore un bémol, oui. Chez quelqu'un qui est sain, ça peut se faire avec un tensiomètre, un stéthoscope, ou même avec une voix, c'est possible. C'est assez précis. Chez un diabétique, c'est déjà IPS post-pro. Absolument. Donc, conseiller de prendre avec un tensiomètre et seulement le pouls, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le pouls ne vous permet pas, d'avoir une bonne appréciation du résultat. Donc, il vaut mieux qu'en recours au Doppler. Merci. Exactement. Vas-y. Oui, merci. Honnêtement,
encore aujourd'hui, dans notre consensus, c'est mis en place celle-ci. Et quand moi je sors dans les pays, et on dit mais oui, on n'a pas le Doppler et tout ça, je dis arrête. Si l'investissement pour un Doppler portable, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Et en fait, là, c'est l'exercice d'écouter. Parce que même l'index, on n'est pas sûr, c'est le médiacalcinose qui est là. Donc, on a toujours des valeurs plus hautes. Parce que c'est difficile à vraiment comprimer l'artère, tu sais. Donc, les valeurs sont toujours plus élevées. Toujours. Presque Oui, toujours. mais Hein? l'IPS permet de porter Oui, le diagnostic mais de voilà, médias. on a besoin, si la question est plutôt, est-ce que la circulation est là? Et si on a les trois phases, en écoutant, il ne faut pas s'inquiéter immédiatement. Sauf, et ça sont toujours des exceptions dans la médecine, ça la plaie ne guérit pas, il faut repenser, pourquoi pas. Mais déjà qu'on a, et c'est pas compliqué et simple à faire, et pas trop de coûts. Donc voilà, absolument, on adore votre interaction, hein. Ça amuse, nous, hein. Il y a un groupe, on a des recommandations. Absolument. On demande de choisir la pression la plus élevée or, c'est complètement faux. Les études qui ont été faites par un certain nombre d'auteurs, nous-mêmes nous l'avons fait en Algérie, on passe à côté de 10 à 15% d'artériopathie lorsqu'on choisit la pression la plus élevée. Donc plutôt que de respecter les recommandations, ce que nous disons, c'est de prendre l'IPS pour chacune des artères. Très content avec vos... Vous êtes d'accord? Oui, et c'est ça que moi je suis en contact avec l'équipe de consensus, de dire attends, parce que vous êtes très académique, tu suis tout le temps les études, mais sur le terrain, c'est pas le même. C'est vrai, hein? Ah, c'est notre monde. Hein? Allez, voilà. Donc on a eu des compléments, vous avez entendu hein, tout ceci. Maintenant, si on reste à l'IPS basique et standard, il faut quand même connaître les valeurs normales et anormales. Quelle valeur de l'IPS confirme l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs? Confirme, bon, on va mettre un petit entre guillemets. Juste un rappel, Oui. De savoir si la pression artérielle au membre inférieur est la même qu'au membre supérieur. Et à ce moment-là, on comprendra. Sinon, Si c'est la même, je veux dire, si le rapport est égal à 1. oui. Et en plus, les études sont faites en Est. Et n'oubliez pas, la neuropathie est moins avancée quand on compare dans le sud. Parce que même on peut avoir la médiasclérose dans les artères ici. Exactement. Et ça, on voit presque pas chez nous. Donc tu vois. Ça, c'est le facteur limitant. Ouais. Non, parce C'est- que que l'on trouvera dans beaucoup de méthodes, hein, dans tout ce qu'on a décrit jusqu'ici. Il n'y a aucune méthode qui est parfaite. je pose souvent la question à des confrères, si la pression artérielle au membre inférieur est la même que celle que l'on prend au membre supérieur. Voir si qu'est-ce que peut donner l'IPS chez quelqu'un de normal et qu'est-ce que peut donner l'IPS lorsqu'il diminue. Donc voilà, là on est dans les cas particuliers, mais on va rester dans ce cadre général là. D'accord? On va rester dans ce cadre général. Bien entendu, il y a toujours ces particularités dont il faudra tenir compte. Mais dans ce cadre général, sur quelle valeur on va dire que l'IPS est anormal et peut révéler donc oui, A inférieur à 0,9, B 0,913, C supérieur à 1,30 ou aucune, c'est un piège de nous deux là. Oui, A. Tout le monde est d'accord avec A? Oui, d'accord. Donc A, donc ça nous paraît presque évident, parce que dans le C, c'est de la médiacalcose. Entre 0,9 et 1, c'est pour ça que je voulais qu'on revienne à la véritable définition, à l'IPS du sujet 5. L'IPS du sujet 5, c'est 1,2. Parce qu'en membre inférieur, on a 20 mm de plus qu'en membre supérieur. Pour la pression systolique. Et donc, on comprend que si j'ai 10 au membre supérieur, j'ai 12 au membre inférieur, 12 sur 10, ça fait 1,2. Ça, c'est l'IPS normal. On a retenu le chiffre de 0,9 pour affirmer de façon absolue avec certitude qu'il y a une artériopathie. Mais entre 1 et 0,9, il y a des cas qui peuvent être des artériopathes pour lesquels il faut une épreuve d'effort pour pouvoir démasquer ces dyschémies. Est-ce que jusqu'ici, ça a été changé? Non. Ceci n'a pas été changé. Voilà, donc on est obligé pour l'instant, pour le grand groupe, Oui, mais de rester dans ce cadre général en tenant compte du fait qu'effectivement,
effectivement, cette particularité est bien réelle. On est bien d'accord avec vous. Très bien, merci. Alors, voilà, donc c'est ça, dans le consensus, voilà ce qui est dit. Et c'est ce que je disais, ça n'a pas encore changé jusqu'ici. Aucun examen n'est fiable à 100%. Pour vous donner raison, aucun n'est fiable à 100%. La mesure de l'IPS, si c'est inférieur à 0,9 pour la détection de l'artérie distale, c'est ce qui est utilisé jusqu'ici. Et les textes qui excluent l'artérie, présence d'IPS entre 0,9 et 1,3, un index orteil brachial supérieur ou égal à 0,75, il y a des appareils qui vous donnent l'index orteil brachial. Et puis, surtout, maintenant, la présence d'ondes triphasiques au Doppler artériel, ça c'est l'idéal. On est d'accord? On avance. L'infection. En fait, il faut savoir qu'on a bien dit nous-mêmes, on a le problème neuropathie, on a le problème vasculaire, mais dès que l'infection arrive, oh là là, moi je dis toujours, c'est l'autostrade vers l'amputation. Ça va très vite quand on est arrivé à ce stade-là. On est d'accord, hein? Et donc, il faut très bien savoir comment faire la diagnostic. Et ça va ouvrir de nouveau une discussion, hein, n'inquiète pas. Hein. Est-ce que les écouvillonnages des plaies pour études bactériologie, c'est obligatoire, c'est vraiment important? Contrôle LFS et CRP. Hémoculture, c'est déjà avancé, évidemment. Hein, c'est déjà avancé. Rien. Comme pour la neuropathie, la clinique seule suffit. C'est pas honnête cette question. Hein. On dit toujours quand on ne pose pas des bonnes questions à l'examen, c'est pas honnête pour les étudiants. Hein. On est d'accord. Hein. Aïe, aïe, aïe. On n'a pas fait un bon travail même là. Allez, ouvrir la discussion. Hein. Quelques remarques quand même ensemble. N'oubliez pas que faible valeur de l'écouvillonnage, parce que là, si on fait seulement le frottis comme ça, le frottis, qu'est-ce qu'on va avoir? Les germes sont dans le profond. Eux qui font vraiment l'infection ne sont pas superficiels. Donc on risque d'avoir de détecter les germes surface. On n'est pas sûr qu'on a vraiment pris les anaérobes, donc on va donner les antibiotiques qui ne sont pas adaptés du tout. On est d'accord, hein? Donc ici, c'est clair, c'est préférer le curettage de la plaie, donc une déprise cellulaire, et de faire un bon travail. Parce que si vous faites le matin tôt, déjà, des prélèvements, et tout le matériel sera à ton service bactériaux l'après-midi, oubliez, hein. Il faut avoir un contact très correct avec votre labo pour faire les tests corrects. Ou il faut faire l'aspiration. Et voilà. Ce qu'on a mis dans beaucoup de littérature ne fait plus ça. Et en fait, même chez nous, c'est mis frottis dans le papier de microbiologie. Et je ne veux pas savoir ça, parce que ça donne une confusion. Donc en fait, il faut savoir, non, pas de swap, pas de frottis, mais faire un curettage ou bien aspiration. On est d'accord? Oui. Et donc, dans les considérations de microbiologie, ça doit être absolument, préférablement l'échantillon de tissu. Mais ça, j'ai ajouté, on a discuté ensemble, Maïmouna et moi, n'oubliez pas de réfléchir, comme je disais, le matin tôt et l'après-midi, l'échantillon est au microbiologie. Ça ne sert à rien. On est d'accord. Donc, en fait, la discussion, mon Dieu, hein, c'est stylé, ça peut nous aider. N'oubliez pas, probe to bone. Quand on a la clinique, essayez d'explorer s'il n'y a pas de contact de l'os. Ça, c'est déjà très important parce que la littérature a montré, s'il y a un contact, 85%, on est presque sûr qu'il y a une infection de l'os, même sans la clinique d'œdème, de chaleur et tout ça. Les prélèvements, on l'a discuté. Et de plus en plus dans la littérature, c'est CRP. Même qu'on a dit toujours, les diabètes, qu'on n'a pas la même réaction, hein, parfois pas de globules blancs élevés et tout ça, CRP reste quand même relativement correct. On peut faire des radios quand c'est avancé pour voir un tout petit peu de l'air. Hein. Donc de nouveau, la conclusion c'est quoi? C'est clinique, mais on ajoute des autres éléments pour nous assurer. C'est correct? Parfois je fais des mots bêtises en français, il faut m'excuser. Hein. Ma langue maternelle c'est flamand. Ça va. Et la biopsie osseuse aussi. Ah, oh là là, c'est super! Vous êtes vraiment avancé, super! C'est correct. Dans les recommandations, si on n'est pas sûr, on pense qu'il y a une ostéite,
ostite. Hein? Là, il faut faire la biopsie et dans les recommandations, c'est bien montré avec des photos comment le faire. Et moi-même, je ne fais pas trop et parce qu'il y a une résistance. Et c'est pas correct, il faut le faire, mais correctement. Et dès qu'on a une petite formation, on peut le faire nous-mêmes, même qu'on n'est pas chirurgien. Donc à nous aussi de stimuler quand les ulcères ne guérissent pas du tout. Et il faut penser pourquoi on n'a pas une plaie qui guérit. C'est l'artérite, c'est l'ostite et... Absolument. Mais donc là, il faut faire parfois, quand on n'a pas l'examen avancé IRM scintigraphie, c'est plus simple à faire. Une biopsie. Super. Voilà, maintenant, je pense qu'on change. Ah non, c'est encore à moi. Oui. En fait, ici, c'est notre classification des plaies du groupe de Texas. Et ce que je veux vous aider avec une petite outil éducatif, tu vois clairement qu'il y a des pourcentages de risque d'amputation qui est évidemment plus haute quand on est dans l'ischémie et infection, c'est-à-dire, et les autres horizontales, c'est plus dans le profond, on est d'accord? Et quand moi je donne des cours, j'ai joué un tout petit peu, et ça sera validé par un groupe en Angleterre, j'ai dit, en fait, pourquoi faire ça avec le Texas? On peut dire, quand c'est vert, il ne faut pas s'inquiéter trop. Orange, ça commence à être chaud. Hein? Mais quand les couleurs sont rouges, et ça c'est très important, on pense, de dire, aïe aïe aïe, il faut le foot attaque. On est au monde entier convaincus que les personnes qui ont un infarctus, qui ont un AVC, il faut avancer, il ne faut pas perdre le temps. Et pour le pied diabétique, honnêtement, on est à l'aise. Hein? Et les patients, et les généralistes, et les spécialistes. Parce que si le cas là, entre le vendredi après-midi, ou n'importe, oh là là, le chirurgien ne va pas intervenir. Pourtant, c'est le plus important à faire. Ce jour-là, pour éviter une sepsis. Donc là, on est en train de discuter ensemble au niveau international. Foot attaque. Dites-moi. Vous revenez, s'il vous plaît, sur le tableau de Texas. L'autre tableau. L'autre tableau. Oui, voilà. Donc moi, je pense que j'ai toujours eu des soucis ici. Au stade 0, stade C, grade 0, où on a 25%. Et au stade C, grade 1, 20%. On revient, stade C, grade 2, 25%. Ce 25% du grade 0, stade C, me pose problème. Ouais. Est-ce que c'est une erreur d'impression non, mais depuis le départ? On a besoin de nouveaux... Est-ce que... Oui. Je pense honnêtement, il n'y a pas assez de publications. Et c'est pour ça qu'on a demandé de refaire une validation. Parce qu'on a absolument... Si moi je utilise maintenant avec les couleurs, de plus en plus je suis convaincue que le vert doit être jusqu'au là, hein, et pas là. On est d'accord. Donc ça doit être validé. Mais le principe de nous aider, quand moi je suis en contact avec les généralistes et aux urgentistes, ça nous aide, parce que c'est visuel, tu vois. Mais il faut les validations, ça c'est clair. Maïmouna, je pense que le temps passe vite, hein, ma soeur. C'est à vous. On va aborder rapidement la prise en charge thérapeutique. Désolée de devoir aller vite, mais le temps est compté. Voilà. Quelles sont les... Il y a une petite faute ici, on s'en excuse. Quelles sont les priorités dans la prise en charge curative d'une ulcération non infectieuse du pied diabétique? Est-ce que c'est A, l'antibiothérapie? Non. Ah, non infectieuse. Hein? On a dit non infectieuse. Hein? On a laissé ça parce qu'il y a quand même des gens qui mettent, dès qu'il y a une ulcération, antibiotiques, systématiquement. Et ça, il faut faire attention à l'antibiothérapie, tous azimuts. On sait les raisons, les résistances, n'est-ce pas? Donc, pas d'antibiotiques. On est tous d'accord. On va commencer par B. Équilibrer le diabète. Est-ce que c'est la priorité là? C'est la priorité? Oui. Les pansements. C'est priorité? Le débridement? Autre chose? Oui, La décharge. La décharge. Oui. Et vous savez quoi? Vous pouvez ne rien faire et juste décharger le pied. Oui. non infectieuse. Non infectieuse. Même si vous ne faites rien, le fait de décharger le pied, c'est la priorité. Une plaie qui n'est pas déchargée est une plaie non traitée. C'est aussi simple que ça.
Vous avez fait beau faire tous les traitements du monde, équilibrer le diabète, mettre des antibiotiques si vous voulez, faire des pansements, des bridés. Tant que vous n'aurez pas déchargé ce qui est là, c'est comme si vous n'aviez rien. Donc la décharge, c'est la priorité numéro 1. Condition de la cicatrisation. Et ça peut aller même jusqu'à justifier l'hospitalisation. Dans certains cas, on prend des mesures drastiques. On va plâtrer, immobiliser complètement les patients récalcitrants. Parce que l'observance est très difficile à obtenir. Nous avons eu des soucis avec ces pieds que vous connaissez, ces chaussures que vous connaissez, les chaussures barouk, le barouk. Et ces chaussures-là, le sanital et le barouk, ces chaussures, chez nous, ont eu du mal à être acceptées parce qu'elles étaient d'abord utilisées pour les lépreux. Les patients ont dit non, je ne veux pas être confondu avec un lépreux, je ne mettrai pas ces chaussures. Même s'ils les mettent devant nous, arrivés chez eux, ils les enlèvent pour aller dans les cérémonies. Donc voilà, très difficile à obtenir, mais on peut faire de la décharge avec très peu de moyens. Regardez ici, ça c'est juste en enlevant, par exemple, on met une sursemelle ici, et puis on enlève la partie qui est en regard de l'ulcération. Et voyez comment on arrive à obtenir la cicatrisation. C'est juste interdire l'appui. C'est juste ça. C'est aussi simple que ça. Et les moyens utilisés sont, quand on a les moyens, bien sûr, ça, ces bottes qui sont amovibles et même avec un peu d'esthétique. Regardez, je disais, ça c'est le total contact casse. On est obligé de plâtrer en laissant vide la partie où il y a l'ulcération. Et quand on fait ça, regardez, on arrive à obtenir la cicatrisation. Il y avait un commentaire derrière. Rapide. Vous vouliez dire quelque chose, oui? Plus fort? Oui. Quand on sait que dans nos pays, les antibiotiques sont pris de temps à travers, oui. Et que les pieds diabétiques que nous viennent souvent sont arrêtés. Oui. Donc, je crois que la chance d'avoir un pied non infectieux est très minime par rapport à la grande majorité des pieds diabétiques qu'on ne voit pas. Comme dit mon patron, le professeur de groupe, les pieds diabétiques, souvent, c'est ce qu'on appelle les pieds diabétiques africains. C'est-à-dire qu'on a les 3 composantes. La plupart du temps, on a les 3 composantes. Quand la plupart des patients qui nous viennent, on a l'artériopathie, on a la neuropathie, on a l'infection. Sauf une classe bien déterminée, qui sont rares. D'ailleurs, un petit souci des pieds viennent en consultation immédiatement. On est d'accord. On est d'accord avec ça. C'est une question de contexte. Hein, il y aura des gens qui viendront souvent dans des services, vous les aurez tous, pratiquement tous infectés. Et puis, il y en a quand même qui viennent, qui ne sont pas infectés et qui ne justifient pas la mise en route d'une antibiothérapie. Merci pour cette contribution. La facilité d'accès aux soins. Voilà, c'est la facilité d'accès aux soins, exactement, comme vous dites, c'est exactement ça. Voilà. Donc, voici. Ce que je peux dire, en fait, au niveau international, je trouvais comme Madame qui est responsable pour implémenter, pour mettre en œuvre tout ce qu'on connaît, c'est pas honnête de dire qu'il faut les souliers adaptés ou protectifs quand on n'a pas. On n'a pas. La plupart du monde, on n'a pas. Donc on a mis en place un groupe dans notre équipe qui s'appelle FLIRT. C'est très simple, on n'inquiète pas. C'est en fait Footwear for Low Income Regions All Together en équipe. Et on a vraiment une équipe qui est académique, mais qui est vraiment aussi avec les 2 pieds sur terre. Et maintenant, ce qui est très chouette, on a maintenant quelqu'un de Bangkok, Gulapar et Zaid Milan de Pakistan, qui ont maintenant des projets avec nous, éducatifs. Et en fait, ce qui est très intéressant à savoir, on est lié avec le projet. Et ça, c'est un cadeau de mon équipe, avec un logo qui s'appelle Fleur Bird, petite, entre parenthèses, je suis bird watcher, j'adore les oiseaux. Et donc, mon équipe a donné un petit oiseau avec des souliers adaptés pour tout le monde. Donc, il y a des projets éducatifs. Et donc, on est lié maintenant avec l'OMS, avec le projet de pied. Et pour te dire, on est très fiers avec notre équipe parce que c'est une sélection de savoir quels sont les utiles le plus important au niveau mondial avec tout ça, les cadres. Et imaginons, les souliers protectifs n'étaient pas dans cette liste. Donc on a tapé sur la table. C'était dans leur procédure possible d'avoir une enquête mondiale. Et dans 3 semaines, on a réussi 3000 enquêtes de notre équipe.
de nos équipes. Et donc, on a eu l'occasion de mettre les souliers protectifs officiellement dans cette liste. C'est un papier de faire la politique. Attends. Et donc, en fait, l'idée de notre part, c'est maintenant de former les cordonniers. Je dis presque en Inde, on a pris les cordonniers de la rue et on a fait une formation pour avoir les souliers adaptés avec les matériels très simples de la région, mais avec les critères très corrects. Et mois de mars, non, avril, on a une réunion avec World Diabetes Foundation de mettre en place, de faire plusieurs cours éducation pour ça, au niveau mondial. Et on est aidé avec 2 équipes très avancées, Pakistan et Bangkok. C'est pas l'Europe cette fois-ci. C'est super. Donc la décharge, c'est la priorité. Et nous, comme dit Christine, ce qu'on a fait dans notre centre, c'est qu'on a fait appel aux cordonniers locaux pour confectionner des chaussures adaptées. On peut toujours trouver des solutions locales. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire, ne pas imposer aux malades pour élever. Maintenant, la détection est également importante. Et cette détection, je ne sais pas si vous arrivez à faire passer l'idée chez vous, mais chez nous, il a été très difficile de changer les habitudes, d'utiliser les antiseptiques, la gamme à nu. Parce que pour faire de la détection, l'eau propre, même l'eau de robinet ou une solution saline suffit. On n'a pas besoin de tous ces antiseptiques et même quand on les utilise, parce que la plaie est très sale, il ne faut pas oublier qu'il faut rincer. Il ne faut pas laisser l'antiseptique, comme on faisait les pansements au Dakar, plus jamais, c'est à proscrit. On ne fait plus ça. Les pansements au Dakar, plus de colorants, et plus d'antiseptique à laisser sur la plaie. De l'eau suffit, la plaie a juste besoin d'un milieu humide pour guérir. Le bon Dieu a bien fait son travail, il a mis toutes les conditions pour que la nature fasse le reste. Il faut bien sûr retirer les sécrétions, tous les tissus nécrosés, détection, et ça prend du temps quand même, il faut de la patience, faire une détection manuelle. Et après, on fait son pansement. Le pansement, alors, jusqu'ici, on n'avait pas besoin de tout ça. Il n'y a pas de consensus sur le choix du pansement. Vous avez peut-être au Maroc tous ces choix de pansement hydrocolloïdes, alginate, hydrocellulaire, tout un tas de pansements qui viennent de la part de l'industrie pharmaceutique. Il y en a beaucoup, énormément. Jusqu'à ce jour, il n'y avait pas de consensus. On ne pouvait pas dire ce pansement vaut mieux que l'autre. J'ai dit jusqu'à ce jour parce qu'il y a du nouveau. Ici. Oui, absolument. Et ça, sans être lié évidemment avec l'industrie, ça c'est nickel. Première fois pour nous, dans le monde de pied diabétique, on a fait une étude correcte, très bien randomisée. C'est le laboratoire de Urgo qui ont eu même en décembre une publication dans Lancet. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a surtout fait, comme il y a aussi dans vos régions de plus en plus les problèmes vasculaires, on a eu relativement de petites études, pas bien faites pour neuropathie, mais à notre demande, ils ont fait l'étude pour les plaies neuro-ischémiques, avec des critères très clairs et nets. Étude randomisée avec un produit qui en fait, ça c'est compliqué, même moi j'oublie tout le temps le nom, sucrose octosulfate dressing, et le nom commercial c'est Urgostart. Et qu'est-ce qu'ils ont vu dans l'étude très bien faite, haut niveau, que l'Urgostart c'est le premier pansement qu'on a vu, qu'on peut gagner pour les plaies chroniques neuro-ischémiques, 2 mois, on guérit plus facilement. Mais 2 mois, mes amis, même que c'est il y a beaucoup, 2 mois, moins de souffrance, moins de coûts pour tous les pansements et toutes les visites, c'est énorme. On réduit de moins de 100 l'hospitalisation. Absolument. Et donc, c'était à nous obligatoire de faire la promotion, on n'est pas dans l'industrie, mais de dire cette première étude haute qualité. Donc, on est très gâtés et je suis un tout petit peu derrière parce que je peux suivre les informations plutôt scientifiques. En fait, ce qu'on fait là, c'est 2 choses très importantes. C'est bloquer les MMPS, c'est les protéines qui sont là, qui sont dans les problèmes de voir une plaie chronique, mais aussi, après 2 semaines, on a l'angiogénèse seulement avec un produit très simple. C'est une tulle avec cette sucrose là dedans. Donc là, il faut retenir et suivre dans tes pays
dès qu'il y a de moyens, parce que 2 mois pour les chroniques, on gagne, c'est formidable. Ça, c'est une exception. Mais dans tout le contexte, il faut faire le standard of care. Ah oui, je vous écoute. Crie un tout petit peu. On a une petite expérience avec les facteurs de croissance. Ouais. Les facteurs de croissance locaux, oui. On a travaillé sur Parlez plus fort. on a une toute petite série 10 malades, c'est pas beaucoup, mais c'était vraiment des lésions, comme vous avez dit, chroniques. Et on a été épatés, je pèse mes mots, par le résultat qu'on a eu par l'application des facteurs de croissance, parce que la vitesse de cicatrisation, c'était au-delà de tout ce qu'on a pu appliquer comme la matrice régénérante, le cas cyclique, etc., pour ne pas parler de l'acide hyaluronique. Absolument correct, et j'ai vu qu'il y a des labos ici qui font la promotion. Mais n'oubliez pas, moi j'ai vu aussi des cas que j'ai dit, oh il y a vraiment un changement, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas les études randomisées haut niveau. Ça c'est le problème de notre part. Mais le coût, ils sont chers. Oui, ils sont chers. Très cher, c'est pas cher, c'est très cher. Mais je dirais aussi que ce que vous avez dit est très vrai, à chaque plaie, son pansement. Ça, il faut juste adapter. C'est vrai qu'avec la gamme Urgo, on s'étale sur le choix. Il faut juste adapter. Est-ce qu'on met les selles d'argent Enfin, ça dépend. Il faut faire le bon choix. Justement, parce qu'on a seulement, même avec notre retard, je vois ici qu'on a encore 5 minutes pour respecter notre heure. Hein, même quand on est en retard, il faut respecter le temps. En fait, le message est clair. L'infection, il faut d'abord traiter l'infection. Et dès qu'on est plus calme et on a bien vu qu'il n'y a pas trop de problèmes vasculaires, après, le plus important que c'est, comme Maïmoun a dit, c'est la décharge. Et pas d'abord les pansements, avancer, et pas oublier le décharge. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Hein? Ouais, je voulais revenir sur les facteurs de croissance parce qu'ils ont été utilisés dans d'autres pays, en Corée, là où ils ont été mis au point, Corée du Sud, ils ont été abandonnés. Et Cuba, oui. Mais Cuba n'a fait que reprendre un travail qui a déjà été fait par d'autres pays et ça a été abandonné pour plusieurs raisons. Le risque de prolifération néoplasique auquel ça expose, le risque d'infection, l'aggravation d'une rétinopathie chez un diabétique puisqu'on traite des diabétiques. Donc il faut nuancer. C'est vrai qu'en termes de cicatrisation, ça a une action qui n'est pas discutable. Mais ce n'est pas déjà evidence-based. C'est ça. Allez, Maïmouna. On va pouvoir passer rapidement parce qu'on a répondu en partie à cette question. Comment prescrire une antibiothérapie? On est tous d'accord que ce n'est pas pour toute ulcération. On insiste sur le fait, jusqu'à la cicatrisation complète pour toutes les infections du pied, on est bien d'accord que c'est D. Donc non, pas jusqu'à la cicatrisation. Il faut savoir prescrire, mais il faut savoir arrêter, n'est-ce pas? Parfois local, surtout pour les infections, à bannir. On est d'accord? Plus jamais d'antibiothérapie locale. Et puis d'abord, antibiothérapie à large spectre, puis adaptée, on est d'accord aussi, c'est ce qu'on répète un peu ici, donc on ne s'attarde pas. Et puis, le groupe de travail international dit, c'est la philosophie de la tête du serpent. Les germes les plus communs qu'on rencontre dans les infections du pied, staphylocoque, streptocoque, c'est ce qu'il faut viser en premier. Et quand on coupe la tête, le reste meurt. Vous vouliez rajouter quelque chose rapidement, madame? Quand il y a une ostéite, oui. La durée de l'antibiothérapie va s'appliquer à la profondeur de l'infection. Bien entendu, quand il y a une ostéite, ce n'est pas la même chose que quand c'est une infection superficielle. Petit ajout de ma côté, vraiment rapidement. N'oubliez pas que l'OMS a dit à partir de 2050, on n'a plus d'antibiotiques. Donc même qu'on a evidence, à dire l'ostéite, on peut traiter avec les antibiotiques si on prend le temps. C'est le même effet avec une chirurgie. Réfléchis donc pour notre avenir et pour nos enfants. 2050, c'est pas loin d'ici. Et céder beaucoup de la chirurgie parce que la chirurgie va quand même réduire le délai de cicatrisation. Donc les chirurgiens, ils dégainent d'abord, ils réfléchissent après. Donc vous réfléchissez pour eux, vous leur envoyez les malades après et ils peuvent vous aider à mettre en place, mettre à plat les abcès, faire de la nécrosomie, revascularisation et malheureusement l'amputation.
Parfois, c'est un bon choix d'amputer au lieu de laisser s'étendre l'infection également. On est d'accord. Maintenant, la prévention. On est presque arrivé, mes amis. On a presque 2 minutes plus de temps parce qu'on n'était pas assez de monde quand on a commencé. Ça, c'est une question. N'oubliez pas, on a insisté pour le traitement. Mais le plus important, c'est quoi? Prévenir. Et c'est pas. On n'a pas beaucoup d'honneur quand on se met dans ce projet de prévention. La plupart des médecins sont plus agités quand il y a traitement. C'est vrai. Donc, prévention. Dites-moi, c'est simple. Quel pourcentage tu penses? Vite, A, B, C, D? Allez, qui dit C? On est généreux, c'est 85. Ah, gentil. Allez, bon, c'est correct. C'est correct. Et là, on va être très vite, tout le monde connaît, et ça, c'est très utile d'utiliser cette, c'est en français, les stratifications avec la lumière. Rouge, c'est aïe, 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 vous êtes haut risque. Et Maïmouna, je me rappelle dans son service, la petite carte qu'elle donne aux patients, qui sont au courant à quel niveau. Et moi, tous mes patients connaissent leur couleur. C'est intéressant, parce que même dans l'ordinateur de notre clinique, c'est mis haute commande de résistance de pénicilline, que tel que patient est hospitalisé, que tout le monde est au courant qu'il faut faire plus attention que c'est rouge. C'est important. Allez, Maïmouna, on est presque arrivé. Voilà, donc prévenir, c'est quoi? C'est éduquer les patients, c'est référer à temps, regarder les pieds. C'est aussi important que d'ausculter le cœur d'un diabétique. Et puis donner aussi des conseils sur les chaussures. La chaussure est le premier ennemi du pied diabétique, on le sait bien. Et voilà comment nous procédons pour l'éducation chez nous. Au lieu de donner de la théorie seulement, on montre les gestes à faire. Et c'est ce qu'on fait dans l'atelier des paramédicaux. C'est un atelier pratique où on montre des gestes qui peuvent paraître évidents quand on le fait. Il y a des malades qui m'ont dit, mais pourquoi laver spécialement le pied? Ben, il faut leur expliquer. Et là, c'est moi quand j'étais jeune. C'est Christine qui a pris la photo. C'était 2000. Et voilà. Éduquer à porter des chaussures adaptées pour prévenir la survenue d'un ulcère. Voilà. Je m'amuse souvent quand je fais ce cours à la fin de photographier d'abord les chaussures des personnes présentes et puis après je projette. Et j'ai photographié des illustres pieds de mes maîtres. Ils n'ont pas été très contents après, mais bon, ils n'ont. Voilà. Donc, et l'idéal, c'est cette multidisciplinarité. Voilà ce qui personnellement m'a donné envie de m'intéresser au pied diabétique. La première fois que je suis allée visiter le service de Christine, j'ai trouvé que pour une consultation pied, il y avait Christine elle-même diabétologue, il y avait un chirurgien vasculaire, il y avait un assistant social, un infirmier. J'ai dit, mais comment ils travaillent? Voilà ce que je veux faire. Et c'est ce que j'ai essayé de reproduire chez moi. Maintenant, une question ouverte. Et pour terminer, on a promis qu'on va terminer, hein, parce que c'est fatigant. Hein. Quel est le facteur de risque d'amputation le plus important? C'est ouvert. Dites-moi. Allez, criez, quelques idées. La prescription de... Aïe, 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 aïe. Martin, il est là. Allez, dites-moi. Oui, là. Maléducation. Maléducation. D'autres éléments. Oui. La neuropathie. En fait, dès qu'on a, il faut relativiser les choses. Dès qu'on a mis en place notre équipe, après, on a le retard. Parce qu'il faut savoir comment travailler ensemble, envoyer à temps, donner l'éducation généraliste et tout ça. Et donc, c'est très bien connu. T'inquiète pas, c'est pas du tout. Et c'est trop en détail, mais je vous invite dans 2 semaines, ça c'est la dernière, dans 2 semaines, on aura sur notre site d'eFoot un instrument qu'on peut adapter chaque pays à ses besoins. Des critères de dire, écoute, on peut avoir un ulcère très simple, et là on a à peu près 2 semaines à surveiller. Mais si on n'avance pas avec des critères très clairs et nets, il faut essayer d'intégrer les équipes qui sont plus avancées. Mais n'oubliez pas, foot, attaque, tu te rappelles le rouge là. Donc tout ça avec le principe de Standard of Care, avec une glosserie, avec les définitions très claires, on aura sur notre site dans 2 semaines. Et on invite les pays de discuter ensemble comment on va s'organiser.
Parce que même qu'on a des centres de référence, on n'est pas aidé quand il n'y a pas une communication. Et on est intégré les soins. On est d'accord? On est tout le temps d'accord avec nous. Non, c'est pas vrai. On a eu une bonne communication ensemble. Malgona, je pense que c'est à vous à terminer. Voilà, on vous remercie pour votre attention.